Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. La banque française BNP Paribas a-t-elle contribué? A-t-elle participé au génocide rwandais? Oui, répondent trois associations françaises. Les associations Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et Ibuka France, une association qui entretient le souvenir du génocide. Trois associations qui ont donc déposé plainte le jeudi 29 juin à Paris avec constitution de partie civile contre la banque française BNP Paribas. Une plainte pour complicité de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. C'est la première fois qu'une telle plainte est déposée en France. Mais que reproche-t-on concrètement à la banque française? Y aura-t-il un procès? Si oui, quels peuvent en être les enjeux? Pour en parler, je reçois trois invités. Maître Richard Gisagara, vous êtes avocat au barreau de Pontoise et de Kigali. Avec vous, il faut faire très attention à ce qu'on dit s'agissant notamment du génocide rwandais. C'est donc grâce à vous que depuis le 29 janvier 2017, en France, toute personne qui nie ou qui minore le génocide rwandais est passible d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, ça me fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Étienne Sanzimana, vous êtes diplômé en relations internationales, membre de l'association Ibuka, l'une des trois associations qui ont porté plainte contre la BNP Paribas. Merci, monsieur Sanzimana, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Et je reçois également Brice Nzamba, qu'il est inutile de présenter, un habitué de mes plateaux. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Richard. Togoubé, bien sûr. Merci. Lorsqu'en avril 1994, la folie meurtrière s'est emparée du Rwanda, personne ne pouvait imaginer qu'en l'espace de 3 mois, plus de 800 000 personnes y laisseront la vie. 23 ans après, le génocide rwandais continue de faire des remous et c'est la banque française BNP Paribas qui vient d'être attaquée en justice par 3 associations. Mais que reproche-t-on à cette banque? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Sharon Kamara. 23 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, l'association anticorruption Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et Ibuka France, association de défense des victimes du génocide, ont porté plainte à Paris contre la BNP. Des accusations de complicité de crimes contre l'humanité, complicité de génocide et de crimes de guerre. Il s'agit d'une plainte inédite puisque c'est la première fois qu'une banque française se retrouve au cœur de soupçons de complicité. La plainte consiste effectivement à dénoncer le rôle qui a été celui de BNP Paribas en 1994, au mois de juin, en plein génocide, puisque cette banque française a financé l'achat d'armement via des circuits toujours très compliqués. Nous l'accusons d'avoir participé ainsi au génocide. Dans leur plainte, les 3 associations précisent que la banque Bruxelles-Lambert avait refusé la demande d'utilisation de fonds venant du Rwanda. La BNP aurait été la seule banque à accepter ce transfert de fonds. Les 14 et 16 juin 1994, le groupe bancaire BNP aurait donc autorisé des transferts de fonds d'1,3 million de $. Cette transaction s'est faite entre le compte que la Banque nationale rwandaise détenait en France vers le compte en Suisse de Willem Tertius Ehlers, le propriétaire d'une société en courtage d'armes. La banque ne pouvait douter des intentions génocidaires des autorités du pays pour qui elle a autorisé le transfert de fonds. Si les faits étaient avérés, cette plainte permettrait de mettre en lumière la responsabilité potentielle des investisseurs en matière de crimes de guerre et plus largement en matière de violation des droits humains. Le devoir de vigilance appliqué aux banques permettrait d'éviter le financement de telles violations. Actuellement, environ 25 dossiers liés au génocide rwandais sont instruits en France par un pôle d'enquêteurs et de magistrats spécialisés sur les crimes contre l'humanité. Celui-ci a été créé face à l'accumulation des plaintes concernant le génocide rwandais, dont plusieurs auteurs s'étaient réfugiés en France. Bien que cette plainte contre une banque soit inédite en France, ce n'est pas la première fois que le groupe bancaire a affaire à la justice. En 2014, la BNP Paribas avait déjà été condamnée à payer 8,834 milliards de $ d'amende pour avoir réalisé des transactions en dollars avec des pays placés sous embargo par la justice américaine. Ces transactions avaient eu lieu avec le Soudan, Cuba et l'Iran. Maître Gisagara, juin 1994, la BNP Paribas accepte de transférer 1 300 000 $
sur le compte d'un négociant en Suisse, ça suffit pour conclure à une complicité de génocide? Avant de répondre à votre question, monsieur, pour votre question, je vais vous répondre. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais juste réagir très rapidement sur l'élément que vous venez de passer. On a beaucoup parlé donc de génocide rwandais. J'aimerais bien que les choses soient précisées. Donc on ne parle pas, en tout cas c'est ce que moi je considère, on ne peut pas parler de génocide rwandais. On parlerait de génocide des Tutsis. Génocide contre le Tutsi. Contre les Tutsis. Au Rwanda, pour que les choses soient claires. Alors maintenant, pour répondre à votre question, effectivement... C'est à l'avocat que je pose la question. Oui, voilà, je vous réponds donc en tant qu'avocat. Et donc, effectivement, c'est la question qui est posée aujourd'hui au juge d'instruction, qui est posée à la juridiction, c'est de nous dire si les faits qui ont été commis peuvent être condamnés pour crime, en tant que complicité de crimes contre l'humanité. Moi, je dirais que dans les circonstances, si je me base sur les éléments que nous avons, le fait qu'il y a eu un transfert d'argent qui a permis d'acheter des armes et que ce transfert d'argent a été fait malgré un embargo qui avait été décrété par les Nations Unies. Et ce transfert d'argent a été fait en toute connaissance de cause, en sachant ce qui se passait. Pour moi, effectivement, ça constitue une complicité de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Mais il y a une plainte qui est en cours actuellement. Nous attendrons la fin de l'instruction. Et puis après, on verra bien ce que la juridiction va nous dire, sachant que, comme vous m'avez interrogé en tant qu'avocat, c'est toujours qu'il y a la présomption d'innocence. Tout à fait. Voilà. Maître Nzamba, très rapidement, c'est aussi à l'avocat que je pose la question pour qu'on comprenne très bien ce qui s'est passé. Où commence et s'arrête la responsabilité d'une banque dans ce genre de situation? On reproche à la banque d'avoir transféré 1 800 000 $ sur le compte de quelqu'un qui est censé acheter des armes et les livrer au Rwanda. Est-ce que la banque en est vraiment responsable? Oui, écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sorte d'évolution. Il y a une évolution liée au contexte international, notamment en ce qui concerne les responsabilités des banques. Donc, déjà à partir de ce qu'on appelle déjà les blanchiments d'argent, puisqu'il y a eu déjà des dictateurs africains qui passaient par des banques pour blanchir notamment des délits qui étaient commis chez eux ou des crimes. Oui. Donc, il y a des résolutions déjà qui étaient prises pour responsabiliser un peu plus les banques. En plus, après, on a eu la vague des attentats. Donc, comme il fallait lutter contre le financement du terrorisme, là encore, on a encore renforcé la responsabilité des banques. Donc, on est arrivé à un stade où, et c'est là où il y a tout l'intérêt de la plainte qui concerne aujourd'hui la BNP Paribas, c'est que cette plainte, si elle prospère, elle va ouvrir une nouvelle brèche, c'est-à-dire que on pourrait s'y retrouver dans des situations où les guerres civiles, par exemple, qui prévalent actuellement ou qui prévalent souvent en Afrique, il peut être possible d'attaquer des banques qui, en connaissance de cause, savaient la nature de l'opération bancaire dont elles ont donné l'autorisation, notamment l'achat des armes. Il serait possible de les attaquer. Maintenant, pour répondre à votre question... S'il vous plaît. Voilà. Pour répondre à votre question, il faut savoir que la complicité, il peut y avoir complicité par fourniture de moyens. C'est-à-dire que quand il y a la commission d'un crime, à partir du moment où on fournit des moyens, que ce soit des moyens matériels, notamment en ce qui nous concerne les armes en tant que telles, ou encore les moyens financiers qui ont permis d'acheter les armes, en connaissance de cause, il est donc possible en ce moment d'établir qu'il y a complicité. Maintenant, non, mais la question qui se pose, situer nos téléspectateurs, voilà, très clairement, le Rwanda, enfin, le gouvernement rwandais, l'État rwandais avait un compte auprès de la BNP Paribas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que et demande qu'on vire de son compte vers un autre compte 1 300 000 $. Voilà. Est-ce que la BNP devait exiger un droit de regard sur la finalité du transfert? Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un principe qui est actuellement, bon, ça court plus dans le monde anglo-saxon. Oui. Le principe, c'est Know Your Customer, c'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance de son client. D'accord. Alors, ce principe a été repris aujourd'hui même au niveau du Code monétaire et financier, c'est l'article 561-1, qui précise que les banques doivent avoir la connaissance non seulement du client, c'est-à-dire que la nature de l'activité du client, ce que le client fait, ses sources, ses mouvements, les sources de ses mouvements d'argent, mais aussi la banque doit savoir
la nature et l'objet de toute opération bancaire qui est faite. En l'occurrence, là, il s'agit d'un virement, puisque le titulaire du compte bancaire, c'est donc l'État rwandais. Voilà, et donc, il appartenait à la BNP Paribas de faire, donc c'est ça l'obligation de vigilance renforcée, de veiller à avoir l'information sur la nature du bénéficiaire final de ces virements et de la nature de son activité, et eu égard au contexte international de l'époque, notamment la guerre qui s'est déroulée au Rwanda, et aussi avec la résolution qui avait été prise portant embargo sur les armes au Rwanda, qui est une circonstance aggravante, le fait de ne pas avoir respecté cette résolution. Donc on voit que là, la BNP, de prime abord, a violé cette obligation de vigilance renforcée qui oblige le banquier aujourd'hui de veiller à savoir la nature de l'activité du bénéficiaire d'une opération bancaire, même lorsque ce bénéficiaire n'est pas le client de la banque. Donc ça, c'est des obligations d'aujourd'hui. On reviendra encore plus en détail sur ces éléments techniques. Monsieur Sanzi, maintenant, vous êtes diplômé en relations internationales. Une banque a-t-elle l'obligation de savoir les résolutions qui sont votées par les Nations Unies? Merci beaucoup, Monsieur Tobé. Moi, ce n'est pas cette étiquette que je vais essayer de vous répondre, mais je suis venu surtout en tant que membre de l'association Ibuka et survivant du génocide aussi, je suis français également, et cette situation me concerne à plusieurs titres, évidemment, mais je voudrais revenir très rapidement sur ce que Maître Richard vous a expliqué pour aller en tant que membre d'Ibuka depuis des années, vous dire d'insister sur l'utilisation du génocide contre les Tutsis au lieu et en place du génocide rwandais. Ce n'est en aucun cas une coquetterie rhétorique. On sait très bien que vous pouvez le faire, d'autres personnes le font, qui sont par ailleurs des amis d'Ibuka, qui nous aident sur plein d'autres sujets, parce qu'ils ne savent pas à quel point l'utilisation de ce mot génocide rwandais est utilisée par d'autres à d'autres fins. Parce qu'ils veulent absolument créer une sorte de... Alors, vous insistez beaucoup, effectivement, sur cette clarification, mais pendant qu'on y est, expliquez-nous quel est le mal à dire génocide rwandais. Dites-nous très rapidement, avant de passer à la question, à l'autre question. C'est tellement simple que ça ne va pas me prendre 2 secondes. C'est que les Rwandais n'ont jamais été visés par le génocide en tant que peuple. C'est les Tutsis qui ont été visés, on voulait les exterminer en tant que Tutsis. Il y a des Hutus qui ont été tués, mais ils n'ont en aucun cas été visés par un génocide tel qu'il s'est reconnu comme par les Nations Unies. Très bien. Ça dit que pas opposition, par exemple, au génocide arménien, où effectivement l'Arménie a été visée, enfin les Arméniens ont été visés par un autre État. Effectivement, vous tenez à absolument apporter cette clarification. On ne peut pas dire génocide allemand alors que le génocide juif. Mais écoutez, nous prenons acte de cette clarification et d'ordre sémantique, mais qui est plus que d'ordre sémantique d'ailleurs. Alors, BNP Paribas, qui n'est pas censé ignorer qu'il y a eu une résolution votée par les Nations Unies, une résolution portant justement embargo sur les armes. Dites-nous. La BNP, c'est une vieille institution qui a été créée en 1822, je crois, après qui a racheté la Paribas en 2000 pour devenir la première banque française actuellement. Elle est par ailleurs signataire de plusieurs autres chartes qui visent à respecter les droits humains. Elle est vraiment impliquée sur ces sujets. Et le fait que ce soit elle qui a été prise encore comme les experts en droit le disaient tout à l'heure, ce n'est qu'une plainte qui a été déposée. Pour l'instant, on n'en est pas jusqu'à... tirer des conclusions. C'est pour comprendre, si vous voulez, c'est pour comprendre le fondement, le fondement de la plainte. Mais je retiens de votre réponse que oui, vous insistez sur le fait qu'effectivement, la banque était censée savoir le contexte politique et géopolitique d'alors. C'est ce que vous êtes en train de nous répondre. Hein. Oui, étant donné que d'autres institutions bancaires dans le rapport avaient été déjà contactées, ils ont refusé. La banque Bruxelles-Lambert, qui détenait un compte de la BCR, a refusé. Et ce n'est que la BNP qui a pu donner cours. Maître Gisagara, faisons simple, pour que nos téléspectateurs nous comprennent. Vous êtes banquier, je suis votre client. Je vous demande de virer 1 300 000 sur le compte de Maître Nzamba. Vous pouvez refuser sous prétexte que le bénéficiaire du virement
n'est pas irréprochable? Oui, effectivement. En fait, il y a une loi qui vous fait obligation de refuser de transférer mon argent. Mon confrère l'a expliqué tout à l'heure, il y a des chartes, il y a des conventions qui ont été signées qui obligent tous les acteurs économiques à être vigilants en matière notamment, il a rappelé que ça a été renforcé ces derniers temps à cause donc, non seulement de la guerre, à cause également aussi du terrorisme. Donc il y a des obligations qui reposent aux acteurs économiques. Donc ils sont obligés d'être beaucoup plus vigilants, d'être beaucoup plus regardants. Il ne suffit pas que la personne soit le propriétaire de l'argent que je détiens sur mon compte, que je peux faire n'importe quoi. Donc j'ai l'obligation de vérifier, à chaque banquier, chaque acteur politique a l'obligation de vérifier, de faire en sorte qu'ils ne soient pas impliqués ou qu'ils n'aident pas, ils ne participent pas à des actes qui sont répréhensibles. Maître Zamba, on peut même aller plus loin. Est-il possible qu'un tel virement soit fait sans que les autorités du ministère des Finances ne soient informées? Comment ça se passe-t-il, le virement, le transfert d'un fonds aussi important? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mécanismes internes aux banques. Il y a des mécanismes internes. À partir d'un certain seuil d'un montant, il y a forcément des mécanismes qui doivent, donc ce qu'on appelle des protocoles, qui doivent être nécessairement respectés. On doit donc avoir le quitus de son supérieur. Il faut aussi voir si ces fonds... La source de ces fonds, bon, là, en l'occurrence, c'est un État. C'est un État. Donc, à partir de ces moments, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que la banque doit s'informer. La banque doit s'informer parce qu'il y a cette obligation d'information et qui après, passe à une obligation de vigilance. Et on est même en train d'arriver, si on y prend garde, à une obligation de vigilance de résultat. Mais vous comprenez ma question. Et c'est là où votre question est intéressante. Oui. C'est-à-dire que la vraie question, c'est de savoir, est-ce que la banque doit nécessairement savoir ou est-ce que la banque peut se prévaloir des circonstances objectives susceptibles de faire obstacle à la connaissance véritable du bénéficiaire du virement pour s'exonérer de sa responsabilité. Oui. Donc la vraie question juridique est à ces niveaux. Donc la BNP était, en tout cas aujourd'hui, avait l'obligation de vigilance renforcée pour s'enquérir de la nature de cette opération du bénéficiaire, de la nature de l'activité du bénéficiaire de cette opération. C'est une société de courtage d'armes. C'est ça. Donc il n'y a pas de doute. D'accord, sur la finalité, y a-t-il un organisme public qui a un droit de regard sur ce genre mais ça, c'est différent. Le TRACFIN, c'est autre chose. Ça, c'est un peu tout ce qui est un peu des mouvements anormaux d'argent. Et donc, la banque a l'obligation de signaler parce qu'on estime que sur le compte d'un client, il y a des mouvements d'argent dépassant un certain montant dont la source n'est pas connue par la banque. Et la banque, dans le doute, fait donc des alertes de soupçon. Ça, c'est TRACFIN. Mais là, comme on l'a dit, là, c'est un État. C'était l'État rwandais qui demandait à la banque de virer de l'argent à une société de courtage d'armes. Donc, il était évident, comme l'a souligné mon prédécesseur, que puisque la banque de Bruxelles avait dit non, pourquoi la BNP a dit oui? Très rapidement, et on marque une pause. Oui, voilà, juste rajouter, compléter mon confrère pour rajouter, donc c'est un État, c'est effectivement un État, mais un État qui est sous embargo des Nations Unies. Donc on ne peut pas raisonnablement penser qu'une banque qui a l'historique qui a été rappelé par M. Nsanzimana, que cette banque pouvait ignorer une résolution des Nations Unies. Alors, quelle peut être la portée d'une telle plainte qui a été déposée le 29 juin dernier? On en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.